Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de l'histoire du judo au Canada. On a vu dans les premières parties les péripéties autour de la naissance de Judo Canada, la fédération. Aujourd'hui, on va aborder le premier des grands axes de développement qui est la Colombie-Britannique, qui va être après ça, il y a une autre vidéo sur la région centrale du pays, soit l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba. On va aller en Ontario et finalement, on va couvrir le Québec. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de nous donner un pouce si vous aimez les vidéos. N'oubliez pas non plus d'activer les clochettes pour recevoir les notifications, parce qu'on sort une vidéo par semaine à peu près. Partagez ces vidéos-là avec vos amis, vos professeurs, mais surtout, abonnez-vous à Martialement Vôtre, ça va nous donner un bon coup de main. La préhistoire, il y était une fois dans l'Ouest. En fait, le judo est arrivé, comment je dirais ça, tout naturellement au Canada par l'Ouest. C'est évident parce que c'est à cause de l'immigration des ressortissants japonais qui sont devenus pour la plupart des pêcheurs de haute mer. Puis ils se sont établis principalement à Vancouver. Vancouver, où est-ce qu'on retrouve des traces du judo dès 1914 avec un certain Sotaro Fujita. C'est bien beau tout ça, mais ce que peu de gens savent, c'est qu'au Québec, durant ce temps-là, à peu près dans la même période, le journal Le Soleil avait parlé du judo dans un article qui est daté du mois d'août 1917, qui relate le récit d'un voyageur de commerce à Yokohama. Mais en réalité, c'est en 1924 que la première effervescence, là, ça bouillonne avec l'arrivée au Canada d'un judoka devenu extrêmement célèbre par la suite, Shinzo Takagaki, qui va devenir 9e dan plus tard, et qui va venir étudier à l'UBC, University of British Columbia. Malheureusement pour nous, à la fin de ses études, il va quitter pour l'Australie en 1928, pour l'Afrique en 1931, il a enseigné en Birmanie, en Afghanistan, en Thaïlande, puis il a fait la Malaisie. Il n'a pas chômé, il est aussi co-auteur du livre Techniques of Judo avec Harold Sharp, un anglais là. Mais enfin, revenons au pays. Il y a un autre japonais qui est arrivé aussi à peu près dans la même période. Shigekata Sasaki va ouvrir son premier dojo la même année, en 1924. Il était arrivé du Japon 2 ans plus tôt avec le grade de 2e dan. Et puis il va enseigner le judo à l'école secondaire Yonago. Il va nommer son dojo le Taiiku Dojo. Fait que ça se développe tranquillement, ça pratique. En 1925, la première ceinture noire formée au Canada est Kametaro Akiyama. Ça, c'est un élève de Takagaki. D'ailleurs, Takagaki va signer son diplôme de Shodan le 11 juin 1925. Akiyama va être reconnu Shodan par Kano le 25 juillet 29. Deuxième dojo, c'est celui de Tomoaki Doi. Lui, il va ouvrir en 27. Puis à ce moment-là, on peut dire que le judo a vraiment décollé. Peu après, l'ouverture d'une dizaine de dojos dans la région de Vancouver. Ça, c'était devenu une réalité. Certains de ces pionniers ont joué un grand rôle dans le développement du judo dans l'Ouest. Des gens comme Kamino, qui va œuvrer toute sa vie au développement du judo. Doi, comme on vient de le dire, il a ouvert un dojo en 27. Umetsu. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des dynasties qui vont naître. Avec les Mukai, les Mitani, les Sakai, les Hirose. Juste pour en nommer quelques-uns, là. Mais il y en a aussi d'autres qui sont restés plus discrets, mais il faut quand même considérer que leur rapport a permis d'avoir la masse critique pour s'envoler lors de la création de la dizaine de dojos dans Vancouver et les environs. Ces profs-là étaient tous nés au Japon ou fils de première génération d'immigrants. Le judo va prendre forme en 1930. Déjà, la communauté japonaise a tissé rapidement des liens avec les États-Unis, puisqu'en mars 1930, il y a des compétitions qui ont été tenues à Seattle. Compétition qui a été remportée par Shigekata Sasaki. La formule qui avait été retenue à l'époque, c'était ce qu'on appelle les Kohakushiai, les rouges et blancs. Évidemment, tout ça, ça se faisait sans catégorie de poids ou d'âge. Le premier blanc rencontre le premier rouge, le vainqueur reste. En cas de nul, celui qui était le dernier combattant restait. Puis au deuxième nul, il est éliminé de la ligue. C'est aussi à cette époque-là que Sasaki a été approché par la GRC pour former des officiers. Le judo a tellement impressionné qu'une demande a été acheminée pour remplacer les cours de lutte puis de boxe par le judo. Puis la demande a été acceptée par Ottawa. Ça, il faut dire, mes amis, que c'est la première fois que des Caucasiens, des Blancs, étaient initiés au judo au pays. Sasaki, il ne le savait pas encore, mais ce rapprochement-là avec la GRC était pour lui servir quelques années plus tard. Sasaki aussi va partir pour le Japon pour suivre des cours de Mifune, puis il va être promu 3e dan. 3e dan, c'est un grade qui est très élevé à l'époque.
On est rendu en 1932. 1932, c'est une date importante pour le judo canadien, puisque cette année-là, ils vont recevoir pour la première fois la visite de Jigoro Kano, qui lui vient d'assister aux Jeux olympiques de Los Angeles, puis il voulait visiter le premier dojo canadien, qui est le Taiku Dojo. Là. Kano est enchanté, le dojo est rebaptisé par Kano lui-même sous le nom de Kidokan, et tous les dojos deviennent alors des filiales du Kidokan. Kano va remettre en même temps des ceintures noires honorifiques à 3 personnes. Eiichi Kagetsu, Gentaro Isobe, Toshiaki Sumi. Donc il faut dire que les ceintures noires honorifiques, ça ne date pas d'hier. On parlait de compétition tout à l'heure, mais les compétitions de cette époque-là, ça ne correspond pas à ce qu'on peut s'imaginer aujourd'hui. C'était pas ça du tout. C'était des événements entre Japonais, à la bonne franquette, puis qui avaient pour but de rassembler les gens puis de fêter en dehors de la saison de pêche. Mais quand même, il faut quand même parler de performance. Et puis le premier champion de la Colombie-Britannique a été Eiki Kawano en 1939. Un jeune gaillard de 23 ans, 60 kilos, il n'était pas très gros, qui va remporter le titre en privant Frank Atashita, qui était dans cette région-là, de le remporter pour une 3e année consécutive. Atashita va se reprendre en 40. Ce que je viens de vous dire, je l'ai pris dans le livre de Leischen et Gill. Il y a quand même une contradiction, puisqu'on dit que Kawano était le premier. S'il avait été le premier, il n'aurait pas privé Atashita d'un 3e titre consécutif. Enfin, on va revenir un petit peu sur la GRC. C'est en grande partie à cause que des officiers de la GRC voulaient devenir ceinture noire, comme les Japonais, que des Blancs ont voulu faire du judo. En effet, en 1933, on peut retrouver des traces de policiers qui ont participé à des tournois de judo. J'imagine que ça a dû bien marcher pour eux autres parce que 3 ans plus tard, en 1936, 11 membres de la GRC sont promus ceinture noire. La même année, on a confié à Sasaki et son groupe d'assurer la sécurité lors de la visite du roi George VI. Tu sais, le roi qui bégayait. Mais c'est quand même quelque chose de prestigieux. La sécurité d'un roi. Dans ce groupe-là, on retrouve des grands noms du judo canadien, comme on pense à Toshio Nishi, Sasaki, Umetsu, Kawano, juste pour nommer ceux-là. Toujours en 1936, Kano va demander à Sasaki de l'accompagner dans une tournée qui va l'amener en Allemagne, aux États-Unis, en Angleterre, au Mexique, fait le tour du monde en fait. Sasaki va accepter, mais il a dû abréger la tournée tout de suite après Berlin. C'est aussi lors de cette tournée que Sasaki va être promu 4e dan. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 1936, au Jeu de Berlin, c'est là que le judo a été proposé par Kano pour la première fois, avec l'intention de l'admettre au Jeu de 1940, qui était prévu pour Tokyo, comme activité officielle. Et Kano avait eu l'accord du CIO. Ça avait marché. Kano avait ses Jeux olympiques pour 40. Malheureusement, la guerre va tout changer avec l'horreur des camps de détention. Ben oui, des camps de détention. Ça, c'est des événements dont l'actuel premier ministre du pays, M. Justin Trudeau, s'est officiellement excusé il y a 4-5 ans. Ben, ces événements-là surviennent en février 1942. On parle de l'arrestation puis de l'internement de tous les ressortissants japonais suite à l'attaque de Pearl Harbor le 7 décembre 1941. Le gouvernement fédéral va décréter qu'aucun ressortissant japonais, même ceux qui sont nés au Canada, pouvait se retrouver à moins de 160 km du littoral. En fait, c'est 100 miles, 100 000. 22 000 personnes sont expulsées de leur foyer, dépouillées de leur entreprise à 24 heures de vie. Ils ont été remplacés dans des camps de concentration, bien que le nom officiel était des camps de détention. Puis ça a duré longtemps tout ça, là. Le décret a perduré jusqu'au 31 mars 1949. Puisqu'il faut voir un bon côté à chaque chose qui nous arrive, le bon côté de la chose, c'est que beaucoup de Canado-Japonais ont émigré vers l'Est, puis se sont disséminés à travers le pays. La vie judo a bien repris en vie dans les camps de concentration, ou dans les camps de détention, devrais-je dire, mais il y a quand même 3 dojos qui sont importants. Celui de Tashme, qui est situé à 20 km à l'ouest de Hope, en Colombie-Britannique évidemment. Ça, c'est un camp qui regroupait des gens de la même famille, puis ça comptait à peu près 2500 pensionnaires. Il y avait celui de Popov, dans la vallée de Slocan. C'est là qu'enseignait d'ailleurs Kenichiro Nakahara. Et finalement, celui qui était beaucoup plus loin, celui du camp de prisonniers de guerre à Angler, en Ontario, sur la rive nord du lac supérieur.
Là enseignait Masatoshi Ishibashi, qui avait rebaptisé le centre récréatif du nom de Yodokan. Gantashme, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, en fait, la commission de sécurité de la Colombie-Britannique, qui était présidée par un gars qui s'appelait Austin Taylor, c'est un industriel de Vancouver, il était assisté de John Sheares, ça c'est un commissaire adjoint de la police provinciale de la Colombie-Britannique, et Frédéric Mead, commissaire adjoint à la GRC. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les deux premières lettres de leur patronyme. TA pour Taylor, SH pour Sheares, puis ME pour Mead. Kameo Kawaguchi, qui se souvient qu'il était l'assistant de l'instructeur en chef Ishibashi au camp d'Angler, nous dit que les cours se donnaient tous les jours de 10h à 11h. Pour ça, il y était une trentaine de judokas qui faisaient ça. Mais le succès a été tel qu'on a rapidement rajouté un autre entraînement de 15h à 16h. Et ça, tous les jours. Il faut dire aussi qu'il n'y avait pas grand-chose à faire dans les camps. Mais les conditions étaient quand même difficiles. C'est pour ça qu'il y avait des cours théoriques. Parce que Kawaguchi trouvait que le régime alimentaire des prisonniers, ça ne convenait pas vraiment à un effort physique intense. Malgré ça, il y a une vingtaine de participants qui ont décroché le ceinture noire durant les 4 années de détention. Il faut dire que Shigetaka Sasaki, qui avait enseigné la discipline aux officiers de la GRC tout au long des années 30, soit avant la guerre, a gagné le respect des administrateurs de la police. Et quand il a demandé auprès de la commission de sécurité du nord de la Colombie-Britannique la permission pour les judokas d'ouvrir un dojo à Tashme, ben, ça n'a pas été un problème, sa requête a été acceptée. Il y a aussi un bon contingent d'adeptes du judo qui se retrouvent au camp de Popov. Genichiro Nakahara va leur servir de sensei. Il faut dire qu'il n'y a jamais eu de compétition entre les deux dojos des deux camps de Colombie-Britannique. Parce que, d'une part, il y a plusieurs centaines de kilomètres qui les séparent, et puis d'autre part, ben, les évacués ne sont pas autorisés à se déplacer pour des raisons sportives. À l'extérieur des camps, quand même, il y avait des groupes de pression. Ça brassait au niveau social. Puis ces groupes de pression-là demandaient au gouvernement provincial d'expulser de la province les ressortissants japonais. C'est pour cette raison-là que ceux qui avaient trouvé du travail ailleurs ont été autorisés à sortir de la province. Beaucoup partent pour l'Alberta pour exposer la betterave, d'autres au Manitoba ou en Ontario. C'est ça qui explique l'exode de la Colombie-Britannique. Après la guerre, le choix était simple. Tu te retrouvais de l'autre côté des montagnes ou tu retournais au Japon. Ben, il y a 4000 personnes qui sont retournées au Japon. Tous les biens, les commerces ont été vendus par un organisme gouvernemental qui se nommait la Séquestre. Et il faut savoir aussi que les Japonais d'origine ont été interdits en Colombie-Britannique jusqu'en mars 1949, soit 4 ans après la fin de la guerre. Ce n'est qu'en 1951 que le judo va réapparaître en Colombie-Britannique avec Satoru Tamoto. Et en 1953, Tomoaki Doi, Frank Mukai vont réouvrir le Stevenson Dojo qui va déménager 3 fois par la suite. Si vous voulez bien, on va poursuivre dans la prochaine vidéo avec le judo en Alberta. Ben, c'est ce que j'avais à vous dire sur l'implantation du judo en Colombie-Britannique. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de nous donner un pouce, activez la clochette, partagez, abonnez-vous. En attendant, n'oubliez pas surtout d'aller au dojo pour aller pratiquer. Faites attention à vous et à la prochaine.